Lundi 4 février 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine dans un nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous donnons la parole évidemment à un leader politique. Il s'agit de M. Fodé Mohamed Souma. Il est le président de la GECI, ancien allié du président Alpha Condé, donc du RPG Arc-en-Ciel, qui aujourd'hui a décidé de prendre la distance de la gouvernance Alpha Condé, mais aussi de son allié. Les dessous de ce divorce RPG-GECI, il nous en parle, puisque la gouvernance Alpha Condé, depuis un bon bout de temps, est mise à dure épreuve, est dézinguée, dénoncée, évidemment, par non seulement ses traditionnels opposants, mais ses alliés d'antan. Monsieur Fodé Mohamed Souma, qui est déjà sur ce plateau. Monsieur Souma, bienvenue dans Café Débat. Merci, heureux d'être à nouveau parmi vous. Et bonjour à vos téléspectateurs. Voilà un bon bout de temps que vous n'étiez pas au pays, vous étiez en Europe, en France, plus précisément. Le séjour a été plus ou moins long. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce séjour? Est-ce qu'il a été qu'un séjour de repos, de retrait, un congé sabbatique, ou est-ce que c'était sous fond de travail politique, de réflexion politique, de prise de contact en Europe, ainsi de suite? C'est un tout. D'abord, d'un point de vue familial, j'ai deux petites filles là-bas qui ne m'avaient pas vu depuis très longtemps et à qui j'avais promis de passer le premier trimestre de cette année ensemble. Et après les fêtes de Noël, de quitter, j'ai respecté ma parole. Et donc, parce qu'il n'y avait pas d'impératif ici qui pouvait m'obliger à écouter mon séjour. Politique aussi, parce que j'ai profité de ce séjour pour rencontrer tous les leaders politiques de passage à Paris. Je veux parler de Kouyaté avant, et puis tout dernièrement, j'ai rencontré Sidia à 2 reprises, Papa Koli, Faya et Selou, juste avant que je ne quitte. Donc je les ai rencontrés, on a échangé, et bien que je sois à distance, eh bien, on a un bureau exécutif qui se réunit toutes les 2 semaines. En tout cas, le parti fonctionnait. Ils ont montré aussi que la GECI fonctionne en l'absence du président. C'est une façon de montrer que le parti est en bonne santé. Bien. Eh bien, justement, avant que vous ne... Je veux dire que depuis que vous étiez en Europe, entre-temps, vous avez sorti une décision, le parti GECI, informant l'opinion que vous décidez de quitter le RPG Arc-en-Ciel, donc de quitter la gouvernance Alpha Condé. On sait que depuis 2015, vous avez décidé de rejoindre les rangs de la mouvance. Absolument. Décider d'apporter vos capacités, vos compétences, vos idées dans la gouvernance pour améliorer justement les conditions de vie des Guinéens. 3 ans presque après, vous décidez de quitter. Donc ce divorce-là, quels en sont les dessous? Parce qu'il y en a qui pensent que vous avez été aux côtés d'Alpha Condé. Il n'a décidé d'appeler personne au sein de votre parti, même pas vous, pour siéger au gouvernement, avoir des responsabilités pour que vous y apportiez votre touche. Est-ce que ce sont ces raisons-là qui vous ont fait quitter la mouvance, ou est-ce que c'est la gouvernance globale qui vous a déçu, qui prenait une autre direction qui n'était pas ce que vous avez décidé d'accompagner? Voilà. Donc, vous savez, le débat était déjà ouvert au sein du parti avant que je ne voyage. Et donc, j'ai profité de mon séjour parisien pour contacter les fédérations à l'étranger. Et donc, nous avons pu échanger. Et donc, de fil en aiguille, la décision a été prise de quitter cette majorité présidentielle. Donc, ce n'est pas une décision que nous avions prise du jour au lendemain. Elle a été vraiment mûrement réfléchie et largement partagée au sein des structures du parti. Et donc, pour faire la genèse, je dirais que le président Alpha Condé a bénéficié vraiment du soutien de la grande majorité des Guinéens au point d'obtenir un plébiscite. Parce qu'au vu de ces derniers résultats, avant la campagne, franchement, on pouvait dire qu'il commençait vraiment à mettre la Guinée sur les bons rails. Comme disait son slogan « Guinea's back », je crois que ça devenait une réalité. On a commencé. Donc vous constaterez, vous avez parlé de la GECI, mais je n'ai vu aucun allié à ses côtés. Le président a reconduit 80% de son précédent gouvernement qu'il a fustigé de tous les noms. Donc ce qui veut dire, ce qui donnait une indication.
Et puis, le second indicateur, c'est que pour rendre ses adversaires les plus virulents taiseux, eh bien, il les a mis à ses côtés. Je veux parler de tous ceux qui l'ont traité de tous les noms, ceux qui ont appelé à l'insurrection populaire, au coup d'État, au bruit de bottes, ceux qui ont estimé d'une façon malhonnête intellectuellement que rien n'avait été bon. Et moi, je pense que de tous ceux qui nous ont gouvernés, je pense que chacun a eu sa partition. Simplement, nous estimons aujourd'hui, vraiment en ce 4 février 2019, qu'on est loin du compte. Mais quand vous dites qu'on est loin du compte, ça veut dire que ça veut pas dire que tout est négatif. Alors, c'est ce divorce entre votre parti et le RPG, donc entre vous et Alpha Condé, en clair, c'est pas parce qu'il ne vous a pas associé à la gouvernance. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on ne comprend pas du tout. Fodé Mohamed Souma décide de rejoindre Alpha Condé à la fin de son premier mandat pour l'aider à être reconduit, ce qui a été fait, d'être plébiscité. En pareille circonstance, on s'attend à ce que vous occupiez quand même une parcelle de la gouvernance. Vous êtes un économiste qui est connu, un financier reconnu, que vous apportiez votre touche. Ceci n'est pas fait, vous restez même dans le silence, derrière les rideaux, aux côtés d'Alpha Condé quand même durant toutes ces années. Mais pendant ce temps, on voit des gens venir de l'opposition, bien après vous, qui ont été plus acerbes, plus critiques contre ce régime et qui occupent des parcelles de responsabilité dans des ministères stratégiques. On peut citer par exemple l'UFC qui occupe les transports, donc de Silla. Vous avez les NFD qui viennent, qui occupent le ministère de ceci ou de cela. D'autres régies qui sont occupées par d'autres partis qui sont venus de l'opposition. Comment vous expliquez ça? Est-ce que ça a pu frustrer votre base, même si la décision n'est pas venue de vous, de dire on ne peut pas rester aux côtés d'une gouvernance qui ne nous associe à rien du tout? Ben, ça tangue des deux côtés. Il y en a qui étaient déçus qu'on n'y soit pas, mais ils se sont rendus compte qu'aucun allié n'y était, plutôt des adversaires farouches. Donc, ce qui donnait une indication claire que le président avait décidé de lâcher la dynamique des grands chantiers pour faire de la politique politicienne. Il y en a d'autres qui ont dit, alhamdulillah, on n'est pas mêlé à toute cette gabégie, à cet échec. Donc, c'est des sentiments partagés. Mais sincèrement, vous vivez en Guinée, vous savez qu'avec ce pouvoir, la chose la plus facile, la plus simple, la plus directe, la plus radicale, c'est avoir un poste. Et pour avoir un poste, il ne suffit pas d'être compétent, il suffit de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire vanter les mérites du président, faire le pied de grue au siège, être démagogue, menteur, pour avoir inventif. Mais en tout cas, tous ceux qui l'ont fait ont obtenu leur poste, au point que certains ont même noyé leur parti au sein du RPG Arc-en-Ciel. Je crois que... Et là, vous parlez de Kassori Fofana? Pas seulement, il y a d'autres ministres. Je veux parler de Bouba Bari, de Baficha. Qui ont fondu dans le RPG Arc-en-Ciel. C'est pour vous dire que si, en tout cas, on voulait un poste, on pouvait faire comme les autres. À tout prix, vous l'auriez... Donc, au-delà même de faire toute cette gymnastique pour entrer, il y a aussi ma proximité avec le président. Le président de la République, on est très très proche. On a passé une campagne vraiment ensemble. Bien. Et sincèrement, si je voulais, d'abord de par nos relations personnelles et aussi par la stratégie politique adoptée par les autres, mais vous ne pouvez pas espérer réussir quelque chose dans un gouvernement décrié, dont 80% des membres sont reconduits, et des opposants ou des gens à la langue fourchue qui viennent. Non, c'est-à-dire que je sentais déjà qu'en acceptant de faire de la politique politicienne, ils se mettaient en difficulté. Les faits nous ont donné raison à mi-mandat, et aujourd'hui, ceux qui disent que ça ira mieux en fin de mandat oublient que le résultat, ce qui sous-tend le résultat, c'est ce qui est fait au préalable. Et rien n'a été fait. Donc, en clair et sans langue de bois, si vous avez décidé de partir, c'est parce que 3 ans après que vous vous êtes associé à Alpha Condé, il ne vous a pas associé à la gouvernance. Et deuxièmement, il ne suffisait pas de venir, de vous associer à lui et de faire campagne avec lui en 2015. Il fallait peut-être faire, comme vous l'avez dit, comment on va dire, la courbette, faire les éloges d'Alpha Condé partout pour que vous ayez un poste, ce que vous n'avez pas accepté de faire pour lui, et ce qui a fait peut-être qu'ils ne vous ont pas
associé à la gouvernance, c'est cela? Donc c'est lui qui sait pourquoi il ne nous a pas associés, mais je vous dis simplement que si nous voulions un poste, vaille que vaille, on l'aurait obtenu. On avait plusieurs canaux pour l'obtenir, et donc si on voulait, donc c'est pour vous dire, donnez-nous quand même la latitude de ne pas avoir voulu être mêlé à cette médiocratie ambiante. Et vous êtes resté en retrait? En silence. En silence. Parce qu'il fallait une solidarité. Et vous n'êtes pas parti tout de suite, pourquoi? Non, on n'est pas parti parce qu'au début, il y a toujours le bénéfice du doute. Il a commencé, peut-être qu'il a gardé les meilleurs de l'ancien gouvernement. Peut-être qu'avec le nouveau Premier ministre, il y aurait des résultats. Peut-être que, parce que vous savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes démocraties, il y a toujours une période de grâce qu'on donne à un gouvernement qui est de 3 mois. Et à partir de là, on peut voir est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a une projection, est-ce qu'il y a de l'espoir au bout. Vous pouvez avoir une certaine lecture sur la voie qui mène au développement, en clair. Et donc, dès le début, on s'est rendu compte que ça tanguait. 1 an après, on ne pouvait pas critiquer, mais on ne pouvait pas encenser non plus, comme ça se faisait. Et pendant ce temps, est-ce que vous donniez quand même des conseils en sourdine? Sincèrement, on ne raconte pas sur la place publique ce qu'on s'est dit avec le président, mais j'ai eu beaucoup d'échanges avec le président. On est tellement close que, ça je le dis, ça je peux le dire, je n'ai pas le droit de l'appeler monsieur le président, tellement on est proche, donc... par stratégie, je l'appelle en Soussou Mengue. Et comme je n'ai pas le droit non plus de le vouvoyer parce qu'on est des frères, je lui parle en Soussou quand je suis obligé de le vouvoyer. Donc c'est pour vous dire que j'ai une telle proximité avec le président que si j'avais voulu, vaille que vaille, eh bien j'avais pas besoin même de faire comme les autres. Mais sincèrement, moi je suis venu servir la Guinée. Je fais partie des rares leaders politiques avec AB à être entré en politique en fonds propres. Tous ceux qui nous ont entourés depuis 2010 ont été aux affaires, soit directement dans le gouvernement ou en relation avec le pouvoir. Et donc, je crois que lorsque vous prenez cet engagement solennel, patriotique, de servir votre pays, vous ne pouvez pas accepter les raccourcis. Voilà. Et vous décidez ainsi de quitter le RPG, de claquer la porte. Alpha Condé aussi est connu comme quelqu'un qui néglige les gens qui sont tout simplement dociles avec lui, comme partenaire, calme. Mais quand vous l'avez quitté, eh bien, il se réveille. Donc, est-ce que après être parti, après avoir claqué la porte de la mouvance, quand vous êtes sorti sur la place publique pour critiquer la gouvernance, lever le coin du voile sur les aspects pourris de cette gouvernance, est-ce qu'Alpha Condé a commencé à vous envoyer des coups de fil? Parce qu'on avait appris juste après que vous avez décidé de partir et les appels ont commencé à pleuvoir. Est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'on a décidé de vous faire revenir? Sincèrement, c'est des situations politiques qu'on ne peut pas étaler au grand public. C'est important qu'on le sache. Est-ce que Alpha Condé a décidé à essayer de vous faire revenir quand vous avez décidé de partir? Le président Alpha Condé est conscient d'une seule chose. Fodé Mohamed Souma est capable d'apporter quelque chose à ce pays. C'est pas pour rien que j'ai voulu être président de ce pays. Il le sait. Et donc, s'il avait vraiment voulu que j'apporte ma contribution, il l'aurait fait d'une certaine façon. Mais moi aussi, je n'ai pas rendu la chose facile, parce que je ne suis pas venu à travers la prostitution politicienne ou à travers être affamé au point de vouloir sauter sur la mangeoire. Non, j'ai toujours été quelqu'un de libre, quelqu'un d'autonome. Je crois quand même que les faits parlent pour moi, parce que je suis connu à l'international. Je peux vous raconter ce que vous voulez, parce que à beau mentir qui vient de loin, mais il suffit d'aller sur la toile pour savoir, pour connaître mes états de service. Bien. Et je crois sincèrement que je peux apporter quelque chose à mon pays. Est-ce qu'Alpha Condé, oui ou non, vous a appelé quand vous avez décidé de partir? Non, je n'en parle mon frère, il faut revenir, je ne savais pas. Il y en a qui se valorisent, il y en a qui se valorisent en racontant sur la place publique ce qui se disent avec le président, mais au-delà du fait que c'est mon frère, c'est le président de la République. Donc il faut un certain forme de respect de la fonction. Donc, là, même si lui, il a mis à mal la fonction présidentielle, mais moi je respecte cette fonction et ce n'est pas sur la place publique que je vais dire ce que je me dis. Mais en tout cas, tout le monde sait que je suis très proche du président, qu'on échange, qu'on se parle.
qu'on s'écrit, mais je ne vais pas dire ici. Donc on ne parle plus d'Alpha Condé. Est-ce que quand la GCI a décidé de partir de la mouvance, il y a eu des tentatives de médiation pour que vous retourniez? Mais bien sûr. Je ne vais pas dans les détails, mais ça ne les arrangeait pas de perdre un allié de notre Akabi. Ça, c'est tout à fait légitime. Bien. Voilà. Et donc vous partez et finalement les gens se demandent où est-ce que vous allez vous loger sur l'échiquier politique. Est-ce que vous reveniez dans votre milieu originel puisque vous étiez là avant de rejoindre la mouvance, c'est-à-dire à l'opposition républicaine, ou est-ce que vous voulez vous rester dans une position de non-aligné? Aujourd'hui, quel est le positionnement de la GCI après avoir quitté la mouvance? Bon, non-aligné, ça n'existe pas dans notre constitution. Ou vous êtes dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition. Oui. Seulement, la constitution... Je le dis parce qu'il y a certains aujourd'hui qui ne sont ni avec Alpha Condé désormais, mais ni avec Cellou Dalein Diallo. Je veux dire ni avec l'opposition républicaine. Ils ne sont pas dans la légalité. L'UFR, le PEDN... Non, notre constitution ne permet pas la neutralité. Ne permet pas non plus un troisième cloisonnement. Il y a majorité présidentielle et opposition. Et donc dans l'opposition maintenant, vous avez l'opposition parlementaire, ceux qui sont à l'Assemblée, et extra-parlementaire. Donc nous sommes dans l'opposition extra-parlementaire. Et l'opposition républicaine, est-ce que vous retournez là-dedans ou pas? Non, l'opposition républicaine est de son côté. Nous sommes aussi de notre côté, puisque nous sommes dans l'opposition extra-parlementaire. Donc vous êtes dans l'option de cette opposition dite plurielle, absolument, même si vous n'êtes pas forcément avec l'opposition républicaine. Non, sincèrement, au vu de la situation du pays, des dangers qui nous guettent, des lendemains incertains, je pense qu'il est temps qu'il y ait une union sacrée de l'opposition, comme du temps de l'opposition républicaine. Parce que l'opposition républicaine aujourd'hui, les gens semblent se tromper en pensant que c'est l'UFDG. Non, l'opposition républicaine à l'époque a regroupé tous les courants. Aujourd'hui, nous voulons la même chose, qu'il y ait l'opposition républicaine, qu'il y ait l'opposition en gestation, qu'il y ait d'autres leaders indépendants, etc. Mais qu'on puisse former un bloc monolithique qui puisse servir de contre-pouvoir à toutes les velléités qu'on sent de gauche à droite. Bien. Alors pour terminer avec cette parenthèse de divorce, de séparation entre le RPG et votre parti, ce que vous regrettez, c'est quoi? Est-ce que si jamais Alpha Condé avait pu vous associer à la gouvernance, si Alpha Condé avait pu vous confier un poste digne de votre profil d'économiste, de financier, qu'est-ce que vous auriez pu faire et que eux malheureusement n'ont pas pu faire pour atteindre certaines performances économiques, pour faire décoller le pays, pour créer telle ou telle richesse, ainsi de suite. Ce que franchement vous n'avez pas aimé dans cette gouvernance-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que vous avez décidé de quitter. Non, sans être prétentieux, je dirais simplement que ne serait-ce que par rapport aux propositions de la GCI pendant la campagne, si le président avait suivi ce qu'on lui avait demandé, on n'en serait pas là. Tels que les grandes lignes, les grands axes. Bon, les grands axes, c'était quoi? C'était, dans la foulée de l'élection présidentielle, organiser les communales. 3 mois. Ensuite, lancer la procédure d'élection anticipée pour les législatives. Avant juin. Ce qui fait qu'il aurait eu 4 années pour travailler. La Guinée aurait eu 4 années sans élection. Et donc, on pense que s'il l'avait fait, et à l'intérieur de ces 4 années, on avait même introduit un plan triennal, afin que la dernière année puisse servir pour les ajustements. Si le président avait suivi ce seul conseil, on n'en serait pas là. On a aussi donné le conseil par rapport apaiser la situation. À l'époque, il n'y avait pas de contact avec l'opposition. On lui a dit, il faut tout de suite entrer en contact avec l'opposition. L'histoire de la réconciliation, les gens trouvent que c'est un vain mot. Mais tout ce que vous voyez là, c'est la conséquence de cette absence de dialogue, de se dire la vérité, de se pardonner, afin que vous, la génération qui n'a pas connu cette période, puisse se dire, ah, voici ce que notre pays a connu, plus jamais ça, etc. Donc on a aussi parlé des stratégies économiques. Moi je suis d'obédience libérale, libéralisme social. Je pense que c'est adapté à notre réalité. Et je pense sincèrement que c'est à l'État d'assainir vraiment le climat des affaires. L'État ne peut pas tout faire. L'État assainit le climat des affaires et à partir de là, on crée un appel d'air pour les investisseurs étrangers, on soutient,
on aide nos entrepreneurs nationaux et surtout, en plus de ces deux axes, on met l'accent sur l'entrepreneuriat. Faire en sorte que nos jeunes diplômés, que notre jeunesse, qui est aujourd'hui une bombe à retardement, qui a fini ses études, qui a un métier, qui est formé, qui ne travaille pas, de pouvoir... Donc, sur ces trois pans, la Guinée pouvait obtenir vraiment un peuple au travail. Et maintenant, changer notre stratégie. Aujourd'hui, on a une agriculture pluviale et on a tout axé sur les mines. C'est une erreur. Les mines doivent nous servir à développer notre agriculture à travers l'agro-industrie et tout ce qui s'ensuit, élevage, pêche, etc., les infrastructures et surtout nous lancer vers les nouvelles technologies. Donc ce que vous avez regretté, c'est cela, c'est que Alpha Condé n'a rien de tout ce que nous avons proposé n'a été fait. Mais soyez sûrs. En plus du fait qu'il ne vous a pas aussi pris dans le gouvernement, ni dans les fonctions... si j'avais été aux affaires, soyez sûrs que le programme de la GECI, on aurait mis ça sur la table et je pense qu'on n'en serait pas là. Malheureusement. Et donc on va revenir tout à l'heure finalement au sujet d'actualité, maintenant que la GECI en tant que parti politique a désormais une nouvelle orientation, un nouveau positionnement sur l'échiquier politique. Qu'est-ce que ce parti va décider de faire dans l'avenir? Mais avant tout ça, qu'est-ce que Fodé Mohamed Souma retient de la gouvernance de cette nouvelle équipe dirigée par Kassory en tant qu'économiste aussi durant l'année 2018? Est-ce que Kassory a réussi à prendre un bon élan vers le décollage économique qu'il a promis, le partage des richesses du pays, notamment des fruits de la croissance comme il l'a dit, la lutte contre la corruption? Il va se prononcer sur l'ensemble de ces sujets tout à l'heure après la pause thé, et donc dans la deuxième partie tout à l'heure on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Voilà, merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous l'aurez compris, nous avons comme invité M. Fodé Mohamed Souma. Il est président de la GECI. GECI, ancien parti allié du RPG Arc-en-Ciel. Fodé Mohamed Souma, ancien allié donc d'Alpha Condé, qui après 2 ans et quelques d'alliance avec le RPG, avec Alpha Condé, a été déçu de la tournure, de l'orientation que prenait cette gouvernance, et pour le fait justement qu'ils n'ont pas été associés à la gouvernance et qui décident donc de quitter la mouvance. Et donc, quelle orientation le parti va prendre? Que pense-t-il des échéances électorales à venir? Mais avant cela, M. Souma, parlez-nous d'abord de ce que vous retenez de l'action du gouvernement actuel piloté par Kassory Fofana. Il est venu, il a brandi un certain nombre de défis. Lutte farouche contre la corruption, partage du fruit de la croissance, atteindre un certain nombre de croissance au point, un taux de croissance au point même de dépasser la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Est-ce que après 9 mois pratiquement d'action, vous pensez que Kassory a pris le bon élan ou qu'il est passé à côté de ses objectifs? Vous le dites si bien, il est passé à côté. Moi, je crois qu'il n'était pas préparé pour ce poste et qu'il n'a pas fait l'effort de tout de suite se jeter à l'eau. Un premier ministre, c'est un ouvrier. C'est quelqu'un qui porte le bleu de chauffe. C'est quelqu'un qui est un chef d'équipe, qui coordonne, qui oriente, qui fait des arbitrages. Mais ce n'est pas des discours intempestifs tels que je vais vous donner une croissance à 2 chiffres. Vous ne pouvez pas décréter une croissance. La croissance a des tenants. C'est d'abord l'investissement au départ. C'est l'investissement qui va permettre aux Guinéens de créer des richesses,
de trouver du travail, de consommer. Et c'est cette consommation qui va booster ensuite la croissance. Donc, le triptyque investissement, consommation, croissance, c'est ça qui permet de donner des indicateurs. Mais vous n'êtes même pas encore, vous ne connaissez même pas la réalité de la nation. Vous n'avez même pas pris fonction et vous décrétez. Non, on n'est pas à non, peut-être qu'il avait une certaine idée, parce que avant d'être nommé Premier ministre, il était ministre chargé des investissements publics et privés. Bref, il a commencé par ça. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tout à l'heure, je vous parlais des propositions de la GECI. On n'entend parler que des mines. Et là, ils se sont plantés. Aujourd'hui, les mines, c'est quoi? C'est beaucoup d'argent que les Guinéens n'ont pas vu. Beaucoup de deals cachés, opaques, dont on ne sait rien. On est 3e producteur mondial. On va être 1er producteur mondial dans 2 ans avec plus de 60 millions de tonnes. Et la population... Ça dit, plus la Guinée s'enrichit, plus la paupérisation gagne du terrain. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Les mines, en tout cas nous, quand on sera là, on va accoler aux mines. D'abord, on va remettre les conventions sur la table. Ensuite, accoler aux mines des centaines d'hectares cultivables. Aujourd'hui, la politique universelle au niveau environnemental, c'est la politique du pollueur-payeur. Donc, on va faire en sorte que les mines financent aussi une partie de l'agriculture. Et quand je dis agriculture, agro-industrie. On aurait dû mettre l'accent, au lieu de parler d'engrais ou de quelques tracteurs, c'est-à-dire mettre l'accent sur les régions économiques. Faire en sorte que la Guinée ne soit plus 4 régions naturelles, mais des régions économiques bien ciblées. Quand vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de café cacao, c'est chez nous qu'ils sont venus la prendre. L'Indonésie, premier producteur mondial d'huile de palme, les plants ont quitté ici. Le Burkina qui parle d'anacarde, de coton, tout est parti d'ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait pour développer l'économie locale? Quand vous développez, en développant l'économie locale, vous développez une résilience. C'est ça que ce gouvernement n'a pas compris. Le développement, il est d'abord endogène avant de parler même des différents courants, des grands économistes. Le développement, il faut adapter ce qui est bon, qui peut marcher chez soi, et c'est ça qu'on appelle l'économie réelle. Mais être là à faire des plans dans les bureaux ou à suivre les desiderata des institutions de Bretton Woods, non. Ceux qui se sont départis de ça ont réussi. Le Ghana, l'Inde, etc. Donc, il faut qu'on prenne les bons exemples. La Guinée aujourd'hui... Donc, il faut s'affranchir de ces programmes de revue. On est suffisamment riche. Et de la Banque mondiale. On est suffisamment riche aujourd'hui pour pouvoir financer notre croissance. La Guinée a cette capacité. On a les ressources naturelles pour ce faire, ainsi que les ressources humaines. Mais pour ça, il faudrait des visionnaires, il faudrait des personnes qui aient le courage politique. Parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Si j'arrive demain, il y aura beaucoup de mécontents. Mais les premiers mécontents seront les plus heureux demain. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous avez une vision, vous gardez le cap et vous créez une espérance. Moi, je crois que c'est ce qui a manqué. Regardez ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Tout le monde s'en va. Les derniers chiffres du HCR, c'est scandaleux. L'immigration les gens se demandent même qu'est-ce qui se passe chez nous. Au point qu'il y a plus de Guinéens à traverser la Méditerranée que les citoyens des pays en guerre comme la Libye, la Syrie, etc. Aujourd'hui, on est champion d'Afrique. Moi, je souhaiterais qu'on soit champion d'Afrique. Comme du temps des rivières du Sud, où on était le grenier, où on était le château d'eau, où on pouvait vraiment servir d'exemple. Aujourd'hui, on n'a que de mauvais exemples. Pays corrompus, pays violents, pays sans loi, pays sans droit. C'est pourquoi je disais la dernière fois que le président Alpha Condé dit qu'il a hérité d'un pays et non d'un État. Eh bien, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'il nous laisse une jungle, parce que tout s'apparente à un pays désorganisé, la loi du plus fort, le mensonge, la raison du plus fort. Mais attendez, ce n'est plus un pays, ce n'était pas un État, ce n'est plus un pays en tout cas. En tout cas, vous aviez dit à plusieurs reprises que Kassory, Premier ministre, a fait montre d'incompétence. Concrètement, sur le terrain, est-ce que vous pensez, en économiste et économiste qu'il est, qu'il a réussi à jeter les bases de cette économie diversifiée, performante? Est-ce que vous avez cru au combat qu'il a déclenché
contre la corruption, le détournement des biens. On a déjà 3 dossiers qui sont connus des Guinéens. Ils ont fait dégommer le directeur général de l'OGP pour malversation financière. Ça va dans l'ordre d'une vingtaine de milliards. Le directeur général de l'OGC. Et maintenant, c'est le directeur général de la LONAGUI. Là aussi, on parle de plus de 27 et quelques milliards de francs guinéens. Sur ce terrain de lutte contre la corruption, est-ce que vous pensez qu'il est en train quand même d'intimider certains, de dissuader certains, de mettre les bases? En ce qui concerne le partage du fruit de la croissance, est-ce que cette croissance, elle existe ou est-ce que c'était du maquillage? Bref, cet aspect économique. Oui, en fait, nous avons un premier ministre économiste qui ne parle jamais économie. Et sans oublier le dialogue politique et social, voilà, aussi. Qui ne parle jamais économie. Ah, il ne parle jamais économie? Non, Kassori. ça c'est clair. Pourtant, il est économiste. Oui, en tout cas, je parle du premier ministre. Du premier ministre, un premier ministre, son rôle, c'est qu'est-ce qu'il faut pour enrichir le pays et créer moins de dépenses. C'est l'équilibre là, le rôle d'un premier ministre. Ah, donc vous dites, même s'il est économiste, mais un premier ministre ne parle pas tout le temps économie. Un premier ministre qui n'est même pas économiste commence par faire de l'économie. C'est l'équilibre budgétaire, c'est l'équilibre des finances. C'est faire en sorte d'enrichir le Guinéen. C'est faire en sorte, c'est vrai, c'est bon de parler de la répartition, etc. Bref, je reviens à quelque chose. C'est vrai, j'ai utilisé un mot, mais ici les mots sont galvaudés. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est incompétent, c'est pas une insulte. Non, c'est un état de fait. Vous ne pouvez pas être tributaire du dialogue social et commencer par des desiderata, des menaces, une certaine forme d'arrogance. Non, comme il l'a fait dans la crise avec le SLEG. Ça s'appelle de l'incompétence. Parce que quelqu'un qui s'occupe du dialogue, tu es à l'écoute, tu es patient, tu essaies d'être tolérant, tu essaies de mettre tout le monde d'accord, etc. C'est ça qu'on appelle... là, par exemple, si j'étais à sa place, le SLEG, les revendications sont légitimes et je les soutiens. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la grille des salaires, je regarde la moyenne et j'ai fait une moyenne. Le salaire le plus haut, c'est 2 millions. Le plus bas, c'est 1 million. Donc la moyenne, c'est 1,5 million. Donc à partir de ce 1,5 million, vous avez réglé le problème d'au moins 80% des enseignants. Et là, vous pouvez négocier. Et quand vous avez réglé le problème de la majorité, le problème est fini. Mais quand vous venez dire, on n'a pas les moyens, ou bien on est au niveau de la France, etc. Mais écoutez, je crois qu'on ne lui a pas dit le salaire réel des enseignants. Moi, je ne connais pas un instituteur qui va au travail en voiture. Je ne parle même pas des directeurs. C'est pour vous dire qu'il n'a même pas pris la mesure de la réalité de la situation. Donc, pour dire la Guinée n'a pas les moyens. La Guinée n'a pas les moyens alors que les chiffres sont là, alors qu'on est passé 3e producteur mondial devant l'Inde, qui envoie des satellites sur la Lune, qui est aujourd'hui la 5e économie du monde. Mais attends, il ne faut pas prendre des gens pour des canards boiteux. Donc c'est pour vous dire qu'il n'a pas pris la mesure, il n'a pas eu le mot juste, et donc ça a radicalisé le mouvement. Et donc, ils ont montré, j'ai aussi parlé d'irresponsabilité. Vous ne pouvez pas jouer avec l'avenir des enfants. L'échec du système scolaire aujourd'hui, c'est l'échec économique de demain. Vous devez faire en sorte... Regardez, les enfants sont restés 3 mois à la maison, sans coup férieux. Et même la population n'a pas été dérangée. Eh bien, je dis... Donc là, il a fait montre d'incompétence. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Parce que moi, en tout cas, on ne joue pas. Je peux accepter des compromis dans toutes choses. Mais l'éducation... c'est la base, c'est le soubassement. Regardez, on est à 12% dans notre nouveau budget. La sous-région, c'est 35%. Et dans des pays qui caracolaient en tête du temps de Maître Wade, c'était pratiquement 40% du budget national de développement. Si vous n'investissez pas dans l'éducation et la santé, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de compétences et vous n'auriez même pas dû être à votre place. Bien. Et maintenant, ça c'était sur le terrain du dialogue politique et social. Donc vous pensez que le Premier ministre Kassori, sur le terrain économique, il s'est montré incompétent. Sur le terrain économique, c'est pire. Parce qu'il n'y a pas de vision. Je vous ai dit. Il a parlé du partage du fruit de la croissance. Mais quelle croissance? Il a cette volonté. Vous savez, la croissance. La lutte contre la corruption. La croissance n'a de sens que si elle profite aux populations. C'est ça. Moi, je préfère une croissance à l'européenne. Là-bas, on cherche des demi-points, des 1 point, mais
il y a la justice sociale. La redistribution. Il y a la redistribution aux plus défavorisés, les handicapés. Les filets de sécurité ici, on ne parle même pas des handicapés. Aujourd'hui, nous avons une culture africaine à majorité musulmane dans ce pays où la personne âgée était protégée. Aujourd'hui, les mendiants, ce sont nos grands-mères et nos grands-pères. Ça veut dire que quelque part, le tissu social est vraiment le filet de sécurité sociale n'est pas d'abord, développé. Voilà. Ensuite, il fallait, pour parler de croissance, il fallait investir en amont. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui risque de se passer dans ce pays, c'est l'insurrection populaire. Et si demain il y a insurrection populaire, c'est transition militaire. Ce sont les deux dangers qui nous guettent, contre lesquels nous, ici, on se bat. Parce que ce serait une décrue de notre démocratie, ce serait un recul, et dans des pays où il y a l'insurrection, le plus souvent le problème se règle après obtention du résultat. Mais en Guinée, vu l'exacerbation des problèmes ethniques, vu la méchanceté enregistrée, la frustration, la colère, on risque de connaître des dérapages. Bien. Je veux qu'on reste encore sur votre terrain. Un terrain qui vous est commun à vous, à Kassory, peut-être à Ousmane Kaba, un autre économiste aussi, et qui, quand je prête le mot à Ousmane Kaba, disait que, ou dit toujours que ce gouvernement guinéen contribue à tuer les entreprises locales. C'est bien. Or, pour qu'un pays se développe, il faut créer des champions nationaux. Oui. Et pourtant, Alpha Condé a toujours parlé aussi des champions, c'est-à-dire des riches. Oui. Donc, c'est là où on en vient à la question du non-paiement de la dette intérieure. Oui. C'est-à-dire que des entreprises guinéennes qui payent des Guinéens comme travailleurs, si ce que l'État leur doit ne leur paye pas ça, ça veut dire que l'État guinéen, donc le gouvernement guinéen tue ces entreprises. Absolument. Et donc tue des Guinéens qui ne sont pas payés à la fin du mois en termes très mécaniques, quoi. Est-ce que vous pensez aussi que ce gouvernement Kassory, et peut-être même ceux qui ont précédé ce gouvernement Kassory, jusque-là n'ont pas réussi à maîtriser la question de la dette intérieure? Et comment est-ce que cette question peut être maîtrisée pour que des entreprises guinéennes ne tombent pas, ne chutent pas? Au-delà de la dette, le développement, il est d'abord endogène. Endogène en quoi faisant? C'est-à-dire, on assainit le climat des affaires pour attirer les mondes. Mais les gens qu'on attire là, mais c'est pour faire des bénéfices. Mais il faudrait que ça puisse retomber, et qu'il y ait des retombées chez nous. Mais le nœud du problème, ce sont les entrepreneurs nationaux. Et j'ai parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous devez soutenir votre économie. Et je le dis tout à l'heure, quand vous développez l'économie locale, vous développez une résilience. Regardez la fin du premier mandat du président Alpha Condé. Une résilience à la pauvreté, bien sûr, à l'injustice, etc. Donc, regardez, rien qu'avec l'énergie, regardez comment la Guinée commençait à changer. Parce que chez nous, c'est le système D. C'est le secteur informel. Et même ce secteur informel, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la normaliser? Parce que dans ce secteur informel, il y a la bancarisation, il y a une bonne part qui échappe à l'État. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soutenir nos entrepreneurs nationaux, les booster, les aider. Et arrêter les gré à gré, lancer des appels d'offres. Aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais qu'au moins 85% des marchés, c'est de gré à gré. Et là, ça, c'est un indicateur pour ceux qui veulent venir. Investir. Donc, vous faites une concurrence entre les Guinéens. Voilà, appel d'offres entre les Guinéens et l'extérieur. Parce qu'il y a aussi les pays de la sous-région. On appartient à une entité. Donc, une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous essayez, je ne dis pas de bloquer du genre America First ou la Guinée d'abord. Mais il faut que vous puissiez mettre l'accent sur les importations. Si vous réussissez à vraiment décourager les Guinéens en mettant des taux assez élevés au niveau des importations, mais les gens vont pouvoir produire, vendre leurs produits, s'enrichir et surtout aller vers produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est-à-dire, le consommer local nous permettrait d'enrichir le Guinéen. Parce que personne ne va aller
s'investir dans l'agro-industrie si tu n'es pas sûr de faire des bénéfices. Mais à côté de ça, vous avez des centaines de milliers d'emplois que vous créez. Alors que si vous mettez l'accent uniquement sur les mines, c'est quelques milliers d'emplois. Ça s'arrête là. Donc c'est pour vous dire que si ils voulaient vraiment développer ce pays, ça commencerait par le développement endogène. Mais quand vous voyez aujourd'hui le niveau de la dette intérieure, et quand on nous parle du PIB, c'est la richesse nationale. Mais elle est le fait de qui? Mais des mines, des seules mines. Cette richesse nationale. Et donc, une croissance, même si elle est à 2 chiffres, et qu'elle ne profite pas aux populations, je préfère dans ce cas ne même pas parler de croissance. Parce que le mot croissance veut dire croître, s'élever, et ça s'applique à la population. Ce n'est pas des chiffres ou des tableaux ou des schémas. Donc c'est pour vous dire que ce gouvernement, non seulement n'a pas de vision, en plus, ils n'ont rien fait pour mettre la Guinée sur les bons rails. L'État est à une continuité, vous faites votre partition, et ceux qui viennent après poursuivent. Mais là, c'est l'éternel recommencement et l'échec patent que nous n'avons même pas encore vu. C'est dans quelques mois que les Guinéens vont se réveiller avec la gueule de bois, parce que les chiffres sont catastrophiques. Je vais décrire encore ce plateau de l'affaire de gouvernement guinéen mauvais payeur, et donc qui ne maîtrise pas la dette intérieure, qui fait que les entreprises locales meurent. Ou se délocalisent. Ou se délocalisent. Absolument. Parce que beaucoup d'entrepreneurs guinéens se plaignent aujourd'hui. Quand vous allez dans le monde des BTP, de la construction, l'État guinéen a confié des projets à des entreprises. On vous dit, vous devez préfinancer à coût de milliards les projets et après on vous paye. Ces gens ne sont pas payés au bout de 3 mois, 6 mois. Pendant ce temps, elles aussi ne payent pas leur personnel. Absolument. Je prends une entreprise de presse qui fait des prestations en termes de couverture médiatique pour un tel ministère qui ne paye pas plus de 5 mois. Et ça affecte aussi leur capacité de payer leur personnel. Ainsi de suite. Et cela se multiplie dans beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui où beaucoup ont travaillé pour le gouvernement, mais ne sont pas payés et donc sont bloqués aussi en matière de capacité de payer leur personnel et d'autres besoins. Ce problème-là, je veux dire, est-ce que ça tire vraiment la question de la création de richesses et de, je ne sais pas quoi, du niveau de vie des Guinéens? Comment ça peut être résolu? C'est l'un des échecs de ce gouvernement. Parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui pleurent. Nous, dans notre vision, on inclut même l'armée dans les appels d'offres. Parce que c'est quoi l'armée? C'est un corps de métier. Donc, nous, dans notre vision, on veut que l'armée soumissionne pour les BTP, pour certains travaux agro-industriels. On veut que cette richesse retombe sur les Guinéens au lieu qu'elle s'expatrie. Parce que les richesses des mines là, ça part, ça s'en va. Donc, il faut rapatrier. Voilà, donc même l'armée demain pourra soumissionner pour les appels d'offres. Comment expliquer le fait que cet État n'arrive pas à payer justement? C'est ça mon problème. Est-ce que c'est parce que en même temps on dit qu'il y a de la richesse concrète, il y a de la croissance, mais il n'arrive pas à payer les gens qui travaillent pour lui? Non, c'est parce que... Ou est-ce que c'est les détournements qui font ça? Non, il ne gouverne pas. Il règne, mais sans gouverner, il ne gouverne pas. Lorsque vous gouvernez, c'est pour créer des richesses. C'est pour créer un équilibre entre vos recettes et vos dépenses. L'autre poche que je voulais aborder tout à l'heure, lorsqu'on parlait de croissance, regardez un peu le gâchis qu'il y a au niveau de l'État. Quand on parle du train de vie de l'État, mais la Guinée n'a pas besoin de 20 ministres. D'accord. Vous avez aujourd'hui des institutions qui ne servent à rien, budgétivores, le CES, la HAC. Ce sont des... En fait, on peut capter des centaines de milliards à travers la réduction du train de vie de l'État. Même en ce moment, les députés, l'argent, le budget de l'Assemblée devrait servir aujourd'hui à régler le problème du SLEG immédiatement, à régler le problème de l'assainissement, le problème des routes. Mais on ne peut pas continuer à payer des gens à ne rien faire. Bien. Donc c'est pour vous dire que si cet État avait de l'ambition pour vraiment mettre la Guinée sur les bons rails, créer l'émergence, comme beaucoup de pays le font, mais on ne serait pas là dans le tâtonnement, dans l'amateurisme. Donc, ils n'ont pas de vision. Développer la Guinée, ce n'est pas une sinécure, c'est facile, mais il faut être visionnaire, courageux
et surtout volontaire. Alors, le terrain de la lutte contre la corruption, je vous ai parlé de 3 dossiers, oui, l'OGC, l'OGP, la LONAGUI maintenant. Je suis passé dessus. Vous êtes confiant? Je suis passé dessus parce que c'est toujours dans le cadre cosmétique. Quand vous voulez combattre la corruption, c'est pas... Ces 3 cas-là ne vous inspirent pas confiance? Non, c'est-à-dire que... Ils ont été épinglés quand même, par des inspections d'État. Non, quand on parle de corruption, c'est au niveau de l'État. Bien. Je veux parler des douanes, de l'aéroport, du port, des taxes, des impôts. Et ça commence par le civisme, la circulation routière. Attendez, dans la plupart des pays du monde, vous n'osez pas mettre la main à la poche face à un policier. Là, c'est des cas quand même de détournement des deniers publics, là, les 3 cas-là. Oui, mais même ça, la corruption, c'est à la racine. C'est à la racine d'un côté et l'exemple vient d'en haut. C'est ça qu'on appelle lutter contre la corruption, comme l'a fait le Rwanda, comme le font des pays où les institutions fonctionnent. Bien. Mais regardez, il y a combien de gens, combien de scandales qu'on a eu depuis que le président Alpha Condé est là. Depuis l'époque des 700 millions d'Areba jusqu'à présent, on dénonce. Vous dénoncez tout le temps. Mais est-ce que l'Assemblée s'est autosaisie? Est-ce qu'il y a un magistrat? Il n'y a rien. Vous n'y croyez pas? C'est l'impunité qui est en train de nourrir cette chose qui fait qu'aucun Guinéen ne veut être traité de mourir. Donc ces cas-là ne vous impressionnent pas déjà? Je me dis, si je ne le fais pas, Ouri va le faire. Ou si Ouri ne le fait pas, l'autre va le faire, donc je le fais. Et donc c'est cette impunité qui est en train de tuer. Mais si demain, regardez le succès du chef de l'État Dadis Camara. Il est arrivé, il a répondu à une demande qui était la justice sociale. Bien. Immédiatement, les Guinéens ont pris fait et cause. Le Guinéen a soif de justice sociale. Bien. Et si demain, nous on arrive, on ne va pas passer par 1000 chemins. On va transiger. Une fois encore, ce talent-là ne vous inspire pas? L'argent est là. Bien. Il y a une partie qui a pu partir, mais l'argent est en Guinée. Eh bien, on va transiger. Moi, je fais partie d'une fonction où on dit que l'argent n'aime pas le bruit. On va transiger. Oui, voici, voilà, comment. Donc, tu payes pas à la prison, on confisque tes biens. Donc, on va transiger. Ceux qui veulent payer, paieront. Bien. Et seront démis de leurs fonctions, mais paieront. Et donc, avec cet argent, qui va représenter des centaines de milliards, eh bien, nous allons commencer à travailler et nous allons faire appel à notre diaspora. Bien. Qui ne demande qu'à pouvoir être transformés en acteurs de développement. Capitaliser leur manne financière et faire appel à leurs compétences, additionner à nos compétences locales, parce qu'on a beaucoup de compétences. Absolument. On a l'impression que tout le monde est dans la médiocratie. Non, on fait la promotion des médiocres pour pouvoir entretenir cette médiocratie. Mais il y a des compétences, il y a des brillances intellectuelles dans ce pays. Qui sont laissées à la marge. Qui sont laissées à la marge. Et en 2 minutes, on va terminer sur 2 questions. D'abord, actualité, 4 février 2018, 4 février 2019, les communales encore inachevées. Ça fait 1 an. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme réaction? Mais on a l'impression que ça nous est tombé sur la tête. Ça fait 1 an. Déjà, ça fait 7 ans qu'on attendait pour les organiser. On les organise et ça fait 1 an qu'on n'en a même pas fini. Il y a 14 circonscriptions qui ne sont pas finies. Et on n'a même pas encore commencé parce que là où on aurait permis aux populations d'accéder à cette élection participative, citoyenne, de proximité, qui puisse mettre les Guinéens ensemble dans des endroits où chacun sait qui est qui, on va nommer des gens. Et lorsqu'on va nommer les chefs de quartier, je vous dis, ces élections, on risque de les reprendre. Donc c'est une déception. C'est peut-être la Guinée, c'est le seul pays où on peut faire un an sur une élection. C'est une colère. C'est même pas une déception, c'est une colère. C'est-à-dire qu'on prend les Guinéens pour des demeurés. Regardez l'Assemblée nationale. On s'est installé le 12 janvier 2014. On savait que ça finissait le 13 janvier 2019 au matin. 5 ans. On le savait. On savait qu'il fallait recomposer la CENI 2016-2017, réviser le fichier. On le savait. On vient de voter un budget en décembre où ne figure pas le budget des élections globalement, et on se réveille en disant qu'est-ce qu'on fait. Mais non,
qu'est-ce qu'on fait? C'est que le peuple vous a donné un mandat, et comme l'a dit Kaba, aujourd'hui, c'est ce peuple qui doit reconduire. Donc, les arguties juridiques, les discussions entre constitutionnalistes ou sur la Constitution importent peu. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne voulons pas que les opposants siègent. Et si les opposants ne siègent pas, soyez sûrs qu'on ne laissera pas la majorité siéger non plus. Si maintenant, on va en ordre dispersé, la GCI prendra ses responsabilités. Mais il n'est pas question, si ça ne se fait pas, qu'on appartienne à l'un des camps. Bien. Voilà, ce n'est que sans doute le début de la reprise de la parole par Fodé Mohamed Souma qui revient sur l'arène politique pour davantage plus boxer. Et peut-être dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous suivent, en incluant dans cela peut-être ce risque de glissement de calendrier électoral que certains croient que Alpha Condé est en train de manigancer dans cette affaire de fameuse troisième mandat. On a vu d'ailleurs des femmes à Doubreka hier qu'on a amené à crier encore ce mot troisième mandat. On voit sur la toile des gens qui brandissent les trois doigts et qui, au temps de Conté, prenaient Conté pour le diable quand il parlait de coudisme, et aujourd'hui qui brandissent les trois doigts, ainsi de suite. En 30 secondes pour terminer. En 30 secondes, je dirais simplement que tout ce qui se passe était prévisible. Le président Alpha Condé, peut-être qu'il avait vraiment l'envie de demander un troisième mandat. Il a compris que les Guinéens n'étaient pas d'accord, n'allaient pas accepter, et qu'il n'aurait aucun soutien à l'international. Donc il a changé son fusil d'épaule, et puis il a joué le glissement qu'il est en train de réussir si jamais l'opposition siège. Parce que si l'opposition joue les prolongations, ce n'est pas au président de la République qu'on va empêcher d'en faire autant. Et donc ce glissement du calendrier est en faveur du président. C'est pourquoi nous disons il faut mettre un terme dès maintenant. Parce que le président sait que s'il déclare aujourd'hui qu'il veut son troisième mandat, demain soir, son pouvoir actuel n'existe plus. Bien. Merci donc, M. Fodé Souma. À très vite. Une fois encore, on sera là pour parler d'autres sujets. Merci infiniment et du courage. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Café Débat, premier numéro de cette semaine. Un plaisir pour moi de vous avoir retrouvé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, sans doute avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.